Dans son intervention du 14 juillet, Jacques Chirac définit les contours de la cohabitation. Elle sera constructive, ce qui n'empêche pas le chef de l'État de se montrer combatif et critique à l'écart du gouvernement Jospin. En Espagne, l'hommage de tout un peuple à Miguel Ángel Blanco Garrido. Le drame en Israël, un pont s'effondre au passage de sportifs venus participer aux Jeux Olympiques juifs. De nouveaux massacres en Algérie, la mort de François Furet, l'historien, et le Tour de France avec la première étape des Pyrénées et la victoire de Laurent Brochard qui sera notre invité dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y avait beaucoup de monde ce matin sur les Champs-Élysées pour assister au défilé du 14 juillet. Et il y avait de quoi. L'armée a sorti le grand jeu avec une vedette de poids, le nouveau char Leclerc. Agnès Varamian. C'est celui que tous espéraient sur les Champs-Élysées, le char Leclerc. Un engin bourré d'électronique, l'unique char à savoir tirer en roulant. Un fleuron, mais très coûteux, chaque pièce vaut 35 millions de francs. Au lieu de 1000 exemplaires, l'armée de terre n'en disposera finalement que de 450. Du matériel et des hommes. Quelques minutes plus tôt, le président de la République descendait les Champs-Élysées pour un passage des troupes en revue et un salut au public. Les membres du gouvernement s'apprêtent alors à rejoindre la tribune pour les honneurs de la garde. Au-dessus de Paris, la patrouille de France signe son passage des couleurs de la nation. Derrière, l'AWACS, avion de reconnaissance, et les Mirage 2000 pour un survol d'une poignée de secondes de la capitale. À terre, pour représenter l'autre fleuron de l'armée française, l'équipage du porte-avions le Charles de Gaulle, premier bâtiment de surface à propulsion nucléaire, est toujours en travaux à Brest. Puis défileront le premier régiment de tirailleurs et des unités en cours de professionnalisation, car cette année, c'est bien la dernière fois qu'autant d'appelés marchent au pas, un 14 juillet. La police, toujours plus nombreuse, avec les gardiens de la paix présents en 96, les élèves commissaires, reconnaissables à leur écharpe tricolore, symbole de leur fonction de magistrat. Si certains débutent, d'autres défilent sur deux, sûrs de leur effet. Les légionnaires, pionniers en tête, la barbe, la hache et le tablier, l'air d'en avoir vu d'autres. Consciencieux, rôdés à la marche au pas, leurs pas, plus lents, plus majestueux que ceux des autres soldats. Et en fin de cortège, la garde républicaine à cheval. Elle ouvrait le défilé les autres années, elle le clôture cette fois. Avant de quitter les Champs-Élysées, Jacques Chirac a salué longuement son unique invité personnel, le Premier ministre de Malaisie. Le défilé du 14 juillet reste le jour de gloire de l'armée française. Il est aussi l'occasion de promouvoir l'industrie de défense. Et pour ces quelques instants de gloire justement sur les champs, la journée avait commencé très tôt chez les militaires. Il faut dire que chaque minute était comptée et que chaque espacement était vérifié. Olivier Galzi et Marie-Christine Courtès. Paris s'éveille, les chars sont dans la ville. À 1 heure du défilé, la chaussée fait grise mine, car là où le Leclerc passe... Un trépasse. Il y a des belles traces là, hein. Ça, si non, Pas vu, pas pris. Allez, c'est pas grave. Derniers alignements et la fête pourra commencer. Bouge plus. C'est correct. C'est millimètre là. C'est au millimètre. Au demi-millimètre. Voire au quart de millimètre. Loin des blindés, tout à l'autre bout des champs, les pionniers de la Légion se tirent le portrait. Très bien. Pour qui? Képi Blanc. C'est pour le journal donc de la Légion. On a du chef pour ma maman. C'est ta maman? Ok, on y Allez, va. une photo pour la maman. Un grand garçon comme ça, elle va être fière. La tradition dans la Légion, ça compte. Puis le président a ouvert le défilé. Symbole, histoire, puissance. Pour eux qui s'étaient levés tôt, le 14 juillet, c'est un peu tout ça. Bien, pour moi, donc, le 14 juillet, c'est la fête de tous les Français. C'est un jour où les Français et les Françaises viennent communier donc avec leur armée. Je sais pas si c'est important pour tout le monde, mais en tout cas pour nous, oui. Si on a les droits qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ce qu'ont fait nos arrière-grands-parents et puis même encore plus loin. D'abord, c'est très beau. Secondo, on se souvient de tous ceux qui sont morts.
Ça suffit. Souvenir pour les plus anciens, plaisir pour les plus jeunes de regarder valser ces danseuses en acier. Et sitôt le défilé est terminé, Jacques Chirac a rejoint l'Élysée pour la traditionnelle interview du 14 juillet. Cette année, le chef de l'État avait choisi son bureau pour répondre aux questions d'Arlette Chabot et de Patrick Poivre d'Arvor, ce bureau d'où il avait annoncé la dissolution. C'était la première fois que Jacques Chirac avait l'occasion de s'exprimer depuis la défaite de la droite, l'occasion pour lui de revenir sur les circonstances de cette dissolution et de dresser les contours d'une cohabitation qu'il souhaite constructive, mais qu'il aborde avec combativité. Je ne me dis pas du tout que j'aurais pas dû le faire, même si naturellement j'aurais préféré un résultat différent. La France ne pouvait pas se permettre de rester ainsi bloquée ou immobile ou agitée pendant une telle période, alors qu'il y a des échéances européennes, alors qu'il y avait la nécessité du mouvement. C'est ce qui m'a conduit à décider une dissolution, et de ce point de vue, je crois que c'était la meilleure solution. Nous avons, j'en suis sûr, tous pour objectif d'assurer ce que je disais tout à l'heure, à la fois un renforcement de la cohésion nationale, sociale, et une adaptation, une modernisation de notre pays qui est indispensable. Si ces objectifs sont bien ceux du gouvernement, alors il n'y aura pas de problème. Naturellement, il le fera à sa manière, avec ses convictions et ses différences par rapport à l'ancien gouvernement. Et je respecte cela. Dans cette hypothèse, naturellement, ce sera une cohabitation, puisque vous voulez que je la caractérise, ce sera une cohabitation constructive. Et tout en affirmant qu'il n'avait pas à faire de procès d'intention au gouvernement Jospin, Jacques Chirac ne s'est pas privé de critiquer sévèrement toutes les mesures annoncées par l'équipe en place. Donner des papiers à tous les sans-papiers, ça consiste à légitimer l'immigration clandestine, pour l'essentiel, et à donner un fort signal positif pour l'immigration aux pays qui ont des populations qui voudraient venir pour bien des raisons. Il faudrait faire attention à deux difficultés. La première, qui consisterait à sanctionner les femmes qui travaillent, et donc à les empêcher de travailler. Et deuxièmement, il y a le danger de frapper, je dirais, les classes moyennes, qui sont celles à qui on a demandé, il faut bien le dire, depuis des années, probablement les efforts les plus importants. Ce sont des sujets qui méritent une réflexion, qui méritent autre chose que d'être traités sur le coin d'une table. C'est tout l'avenir de la filière nucléaire qui est en cause, ce sont des investissements considérables, c'est de l'emploi. Donc ça mérite une vraie réflexion. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça ait été le cas avant la dernière annonce. Je crois que c'est une discussion d'un autre temps. D'un autre temps. Vous savez, si j'ai mis l'accent très fortement sur la nécessité pour l'Europe d'avoir un modèle social européen, c'est parce que je refuse les excès que l'on voit dans les pays anglo-saxons de la libéralisation, de la mondialisation, etc. Il faut impérativement aujourd'hui, si l'on veut avoir une économie qui prospère, si l'on veut avoir de l'emploi, si l'on veut s'adapter au monde, à un monde qui change extrêmement vite, il faut qu'il y ait beaucoup plus de liberté. L'État, aujourd'hui, n'a plus rien à faire dans la gestion des affaires du secteur concurrentiel. Ce n'est pas son rôle. Chaque fois qu'il l'a fait, globalement, ou ça s'est mal passé, ou ça a coûté très cher. Ce n'est pas son rôle. Et Jacques Chirac a laissé entendre que la cohabitation irait à son terme normal de 5 ans. Quant aux éventuelles réformes institutionnelles dont on parle, elles ne trouvent pas toute grâce à ses yeux, notamment celle sur le quinquennat, à propos duquel il est plus que réservé. Je suis très réservé. Je ne dis pas hostile par principe, pas toute discussion mérite d'avoir lieu, mais très réservé sur cette affaire de quinquennat qui me paraît comporter un risque d'aventure institutionnelle. Et moi, je suis le garant de nos institutions. On s'aperçoit qu'il y a un temps présidentiel qui est différent du temps gouvernemental dans la culture politique française. Et qu'il y a, deuxièmement, je le répète, un risque
de régime présidentiel qui, de mon point de vue, serait plus une aventure institutionnelle qu'un progrès institutionnel. En revanche, le chef de l'État se dit favorable à une limitation du cumul des mandats et à des mesures qui pourraient favoriser la parité homme-femme dans les institutions, même s'il n'est pas pour autant emballé par la méthode des quotas. Une autre réforme pourrait concerner la justice, selon les enseignements que le gouvernement Jospin tirera du rapport de la commission Truche. Un travail remarquable, a souligné le chef de l'État, et qui pose le problème de la légitimité et de la responsabilité des juges. Mais l'une des questions principales pour Jacques Chirac aura été l'Europe et le respect des exigences de l'euro et du fameux critère de 3% des déficits. Un but accessible pour lui, à condition toutefois de tenir les dépenses publiques. Nous sommes arrivés, avec l'objectif de 3%, à une situation actuelle qui doit être effectivement de l'ordre de 3,5%. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est de cet ordre d'idée. M. Juppé avait indiqué à son successeur, tout à fait normalement, en lui laissant en quelque sorte une note de situation, que si l'on poursuivait l'effort normalement, c'est-à-dire si l'on ne faisait pas de dépenses nouvelles, si la réduction des déficits se poursuivait normalement, et si l'on faisait les privatisations à la fois nécessaires sur le plan économique et utiles sur le plan budgétaire puisqu'elles rapportent de l'argent, alors oui, on atteindrait sans effort supplémentaire les 3% et surtout, et c'était un engagement très fort du gouvernement précédent, non seulement sans faire d'impôts nouveaux, ce qu'il s'était interdit et à juste titre, mais de surcroît en poursuivant une diminution des impôts qui avait été programmée et votée. Mais 3%, c'est 3%? Ou est-ce qu'il peut y avoir une interprétation en tendance, c'est-à-dire avoir une petite marge? C'est un sujet qui doit être abordé entre les Européens, et certainement pas sur la place publique. L'une des fonctions du président de la République, c'est la garantie des traités. Oui, il faut respecter la date et les conditions. Ce serait pour la France. Et ça aurait pour la France des conséquences très graves de ne pas le faire. Très très graves. Ne doutez pas des convictions européennes de Lionel Jospin? J'ai aucune raison d'en douter. Je les ai vus affirmer ses convictions européennes. D'ailleurs, ce serait étonnant, n'est-ce pas, compte tenu de la famille politique d'où il vient, qu'il remette en cause un traité qui a été façonné, forgé, décidé par sa famille politique. En ce qui concerne maintenant la vie des partis politiques, Jacques Chirac considère qu'il n'a pas de rôle à jouer dans ce domaine, ce qui ne l'a pas empêché de donner quelques conseils appuyés à l'opposition. Si je devais leur donner un conseil à cette opposition aujourd'hui, il serait double. Ce serait d'abord de faire un gros effort que l'on fait plus facilement dans l'opposition que dans la majorité, pour se rapprocher des Français. Je leur conseillerais aussi de tirer un certain nombre de conséquences du fait que les différentes familles de l'actuelle opposition, je parle de l'opposition républicaine, sont en fait très très proches les unes des autres et que rien ne les sépare réellement sur le fond des choses. L'union et le contact avec les Français me paraissent deux objectifs essentiels. Par rapport au Front National, le président de la République a réaffirmé sa volonté de lutter avec une extrême fermeté contre le racisme et la xénophobie. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion pour le président d'exercer son droit de grâce. Cette année, en sont exclus tous les détenus condamnés pour des faits se rapportant à la drogue et à la pédophilie. Alors, Jean-Michel Carpentier, pour cette première intervention du chef de l'État, on a vu un Jacques Chirac offensif qui a quand même clairement défini ce que serait son champ de compétences. Oui, le président de la République a voulu faire une double mise au point pour marquer son territoire et prendre date avec le gouvernement. Alors d'abord le territoire. Jacques Chirac répond à ceux qui s'inquiétaient de son état d'esprit après la dissolution de l'Assemblée et l'échec de la droite, qu'il ne regrette rien, que sa fonction n'est pas affaiblie et qu'il reste garant des institutions et des traités, notamment dans le domaine européen. Quand la parole de la France est engagée, il rappelle que c'est lui qui a le dernier mot. Seconde idée, Jacques Chirac a voulu prendre date car certains jugeaient le début de la cohabitation un peu trop sympathique, voire complice. Alors, bien sûr, le président annonce qu'il ne fera pas de procès d'intention au gouvernement et qu'il lui laisse le temps de s'organiser, mais il ne se prive pas de montrer son sentiment réservé et même critique sur les premières mesures prises par Matignon.
Jacques Chirac prévient également qu'il sera vigilant à propos des déficits publics, dont il estime qu'il est possible de les ramener à 3%, sous-entendu, Alain Juppé, lui, y serait parvenu. Le président s'efforce bien sûr d'éviter d'apparaître comme le leader d'une opposition dont il ne cite aucun dirigeant et surtout pas Philippe Séguin, mais il se permet quand même de conseiller aux partis de droite de s'unir et d'écouter davantage les Français, et en particulier les électeurs du Front National. Alors, au total, Jacques Chirac évoque une cohabitation qu'il nomme constructive, mais qui ressemble beaucoup à celle de François Mitterrand, c'est-à-dire un président qui laisse le gouvernement gouverner, mais qui ne se gênera pas pour dire ses désaccords au grand jour. Une façon de mettre l'action du Premier ministre Lionel Jospin sous surveillance. Merci Jean-Michel. Du côté maintenant des réactions politiques, à droite, François Bayrou estime que M. Chirac a rappelé l'essentiel. Et du côté de la majorité, on a surtout vu en Jacques Chirac le responsable de l'opposition. Sur la cohabitation, il a finalement conclu de la même manière que nous. Il respecte la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Mais on a compris, en le regardant, qu'il n'avait rien perdu de sa philosophie, de ses idées. C'est un libéral, c'est un conservateur, et il entendait le rappeler, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un chef de l'État, cohabitationniste par obligation, il est, je le crois, un acteur politique, un acteur de la droite française, et qu'il n'entend pas abandonner ce rôle. Je dois avouer que parler si longtemps pour dire si peu de choses m'a un petit peu étonné. Ce qui m'a le plus surpris au fond, c'est qu'il n'y ait pas eu un mot de regret pour une politique que les Français ont condamnée, alors que le président reconnaît que les Français n'en voulaient pas de cette politique et qu'on a eu droit à un discours ultralibéral, continuellement rattaché d'ailleurs à Maastricht, à l'euro, bref, il n'a pas compris la leçon et il persévère. Je crois qu'en fait c'est une opportunité pour la gauche et pour son gouvernement pour faire la différence. Pour la traditionnelle Garden Party, Jacques Chirac avait invité 3000 jeunes de toute la France, mais aussi l'ensemble du gouvernement Jospin. La cohabitation entre l'ancienne équipe et la nouvelle se faisait donc ce midi dans les jardins. Françoise David et André Istora. Merci d'avoir attendu. Je suis désolé d'être un peu en retard, mais la faute en est à la télévision. Près de 2 heures d'attente pour les jeunes invités de Jacques Chirac, récompensés toutefois par une entrée en fanfare. Autographes et photos, même acrobatiques. Militaires et chapeaux étaient de sortie, un 14 juillet, ça se fête. Plus académique, plus protocolaire, l'arrivée en fin de matinée de Lionel Jospin et de son épouse, accueillis par Bernadette Chirac, la maîtresse de maison. Avant eux, les ministres de la cohabitation avaient déjà foulé la pelouse, Elisabeth Guigou, Catherine Trautmann, Martine Aubry, Bernard Kouchner, sans oublier les ministres communistes venus respecter la tradition républicaine. Peu de personnalités de l'opposition, mais succès assuré pour Charles Pasqua. Il sera même sur la photo. Près de 4000 personnes avaient envahi les jardins cet après-midi. Parmi eux, près de 3000 jeunes conviés pour la première fois à ces festivités en raison de leur mérite ou de leur activité dans le domaine social. Vous savez pourquoi vous êtes les heureux élus ou pas? Oui, parce qu'on a participé à la campagne, voilà. J'ai été choisie parce que je suis une bonne élève. Je veux dire, voilà. Je m'appelle Malek, je suis animateur de quartier, puis on est venu pour, on nous a invités pour donner notre point de vue, notre opinion sur ce qui se passe pour les jeunes. Peut-être pas de réponse aujourd'hui, mais ce 14 juillet-là restera comme une parenthèse dans la vie de tous ces jeunes. Enfin, pour l'anecdote et pour être tout à fait complet sur ce dossier, le 14 juillet aura été aussi l'occasion de lancer en grande pompe le nouveau site de l'Élysée sur Internet. À Toulon, plusieurs centaines de militants anti-Front National ont défilé dans les rues. Jean-Marie Le Chevalier, le maire de Toulon, avait interdit à SOS Racisme d'organiser un 14 juillet de liberté. Ce matin, lors des festivités officielles de la ville, une bousculade s'est produite entre militants de SOS Racisme et agents municipaux. L'Espagne a rendu un dernier hommage à Miguel Ángel Blanco Garrido, le conseiller municipal d'Hermua, abattu par l'ETA samedi. José María Aznar, le chef du gouvernement espagnol, ainsi que le prince Felipe, le fils du roi Juan Carlos, s'étaient déplacés dans la petite ville d'Hermua. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux, Dorothée Oliéric et Alain Locaccio. C'est tout un village qui assiste aux funérailles de l'enfant du pays. Ouvriers, étudiants, côte à côte avec les hommes politiques de tous bords. Le regard du prince Felipe en dit long, il est comme son peuple, digne mais extrêmement choqué. Le prince présente les condoléances à la famille. À ses côtés,
José María Aznar, le chef du gouvernement. Au passage du cercueil devant la police autonome basque, la foule applaudit. Une protestation à l'espagnol pour dénoncer ceux qui l'ont assassiné. Au cimetière, ils sont tous derrière Marimar, la fiancée d'un jeune homme de 29 ans, dont le seul crime était d'être démocrate. Comment allez-vous faire changer les choses? Il faut sortir dans la rue pour dire ce que l'on ressent. Et qu'est-ce que tu ressens? Une grande douleur, une grande peine. De la rage, plus que tout de la rage. Et de l'impuissance, beaucoup d'impuissance. Jusqu'au bout, on a espéré, attendu la libération de Miguel. Surtout avec toute cette mobilisation, on y croyait très fort. Mais on a vu que ces gens n'ont pas une once d'humanité, rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont à la place du cœur. Pour être capable de tuer, c'est abominable. La famille quitte le cimetière. Le silence oppressant n'est rompu que par les pleurs d'une mère. Viennent ensuite les amis et les anonymes. Au village, ce ne sera plus jamais comme avant. Des fleurs par milliers en hommage à cette victime du terrorisme. Le dernier message, c'est ce petit mot, Miguel repose au ciel. Toute l'Espagne s'est bien sûr associée à ce deuil. Au Pays basque espagnol, à San Sébastien, les habitants se sont arrêtés de travailler pendant 1 heure avant d'organiser une immense manifestation silencieuse. François Privat et Frédéric Grinchec. Ils ont cessé le travail pour dire non à ETA. Dans le centre de San Sébastien, au moins 15 000 personnes ont défilé en applaudissant pour saluer la mémoire de Miguel Garrido Blanco. Une manière aussi d'apostropher le gouvernement de José María Aznar. Qu'est-ce que vous auriez à dire au gouvernement espagnol? Qu'il soit ferme et qu'il fasse accomplir les lois. Et qu'il soit dur. Et qu'il écoute le peuple. Il le fait maintenant. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas assez dur? Non, il n'est pas assez dur. Je ne suis pas d'accord avec la violence. Je crois que toutes les idées, on peut les discuter sur une table, on peut les parler, mais jamais en employant les armes. 12 heures. Au Pays basque, comme sur l'ensemble du territoire espagnol, la plupart des commerçants ont choisi de fermer boutique. Liberté, liberté d'expression totale. Pas de terrorisme, pas de violence. Je pouvais exprimer ce que je pense sans peur. En tête de cortège, Roman Soudoupé, député général de la province du Guipúzcoa. Il est membre du PNV, le parti nationaliste basque, un mouvement modéré proche des démocrates chrétiens, réputé pour son esprit d'ouverture. ETA vient de creuser sa propre tombe. C'est vraiment une bonne chose pour la société basque. Maintenant, il ne faut pas que le gouvernement mène une politique susceptible de faire ressurgir ETA et son aile politique Herri Batasuna. Le Pays basque reste sous le choc. Dès ce soir, on s'attend à de nouvelles manifestations. Alors Dorothée, vous trouvez à Hermua, justement, la mobilisation est très impressionnante. Il y a en ce moment même, je crois, en Espagne, d'autres manifestations à Madrid et à Bilbao. Oui, en fait, on peut dire que les Espagnols sont en train de montrer au monde entier ce qu'est une manifestation. En fait, en ce moment même, ils sont 1,5 million à Madrid. Ils ont décidé... Dorothée, on voit ces images de Madrid en ce moment en direct de ce qui se passe à Madrid par la télévision espagnole. Allez-y, Dorothée. Oui, vous savez, le peuple espagnol a décidé de montrer, de prouver, de dire on n'accepte pas, basta ya, ça suffit. Ils vont descendre, ils vont continuer sans doute les jours qui viennent, une mobilisation extraordinaire parce que c'est peut-être la seule façon de changer les choses, de faire accepter, de refuser, de rejeter le terrorisme. Et ça, il y a vraiment une passion qui sort et ils continueront le temps qu'il faudra. Alors il y en a 1,5 million à Madrid, il y en a 700 000 à Barcelone, ici même à Hermua, ils sont plusieurs milliers à manifester et ça va se poursuivre très longtemps jusqu'à ce que les choses changent vraiment. Alors justement, Dorothée, parce que le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, a réaffirmé dans la matinée bien sûr que le terrorisme serait combattu avec une extrême fermeté, une extrême vigueur, mais c'est aussi l'aile politique de l'ETA, Herri Batasuna, qui se trouve associé dans cette réprobation, non ?
Oui, pour la première fois, José María Aznar a fustigé l'aile politique d'Enkéry Batasuna en l'accusant de complicité de meurtre. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que HB n'a toujours pas condamné cet attentat et ça, aux yeux de la société, c'est trop, c'est beaucoup trop. Alors en fait, il y a un véritable malaise qui existe chez les sympathisants de l'ETA. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai rencontré une femme qui est membre de Enkéry Batasuna, donc de cette coalition, et elle m'a dit si nous sortons de chez nous, on va nous traiter d'assassins et ils auront raison. Donc cette femme vit terrée, comme tous les Espagnols qui ne sont pas dans la rue, ce sont des sympathisants et eux ils ont peur parce qu'ils sentent que là, vraiment, il y a eu un cran de trop de franchi. Merci Dorothée. Les massacres se multiplient en Algérie. La nuit dernière, ce sont 44 personnes qui ont été égorgées dans la région de Médéa. Et aujourd'hui, c'est une bombe qui a explosé sur un marché de la banlieue est d'Alger, faisant au moins 21 morts et des dizaines de blessés. Ces attentats sont imputés bien sûr aux extrémistes islamistes. En 4 jours, ce sont plus de 100 personnes qui ont été tuées en Algérie. Le tribunal international de La Haye a condamné le Serbe de Bosnie, Duško Tadić, à 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité, torture et violation des lois de la guerre. Aussitôt connue la sentence, ses avocats ont annoncé qu'ils faisaient appel. Philippe Rochaud. Le Serbe Duško Tadić n'a guère eu de réaction à l'annonce du verdict. 20 ans de prison pour cet homme reconnu coupable de crimes contre l'humanité, torture et violation des lois de la guerre. Vous avez tué pour des raisons raciales et religieuses, lui a dit le procureur canadien Louis Arbour. Cela fut le cœur du procès de Nuremberg. 11 chefs d'inculpation étaient retenus contre lui, mais surtout sévices et tortures contre des agents de police musulmans, dont 2 sont morts dans l'un de ces camps de détention de Bosnie. Le verdict n'a pas soulevé l'enthousiasme chez les musulmans et les dirigeants de Sarajevo, pour qui Tadić n'est finalement qu'un deuxième couteau. Aujourd'hui, c'est Tadić, un criminel de rang moyen. Demain, on espère que ce sera Karadzic ou Mladic, ceux qui ont été les cerveaux et les organisateurs du génocide. 2 hommes seulement ont pour l'heure été jugés pour crimes de guerre par le tribunal de La Haye, alors que des centaines d'autres passent encore entre les mailles du filet, malgré la présence de la SFOR, la Force internationale de paix, en Bosnie. En Bosnie, justement, le procureur a réclamé la peine la plus sévère, c'est-à-dire 15 à 20 ans de prison contre le Français Lionel Dumont, membre de ce que l'on a appelé le gang de Roubaix, et qui comparaissait pour des attaques à main armée devant le tribunal de Zinitsa. Des scènes d'une extrême violence à Nairobi au Kenya. La police anti-émeute a ouvert le feu à balles réelles sur des étudiants qui manifestaient dans le centre-ville. Pour l'instant, aucun bilan officiel ne fait état de victimes. La semaine dernière, des affrontements du même type s'étaient soldés par 9 morts. À Naples, l'armée a pris position dans les rues, ou plus précisément devant les édifices publics. C'est la solution imaginée par le président du Conseil italien pour soulager la police napolitaine, de façon à ce qu'elle puisse consacrer tous ses efforts à la lutte contre la mafia. À Naples, Alain Chalvon. Ce Bersaglière, soldat d'élite italien, semble sur le pied de guerre, le doigt sur la gâchette. Ceux-là paraissent embusqués. Ils ne sont pourtant pas en Albanie ou en zone belliqueuse, ils sont chez eux, à Naples, et sont chargés depuis ce matin de la garde des bâtiments publics, ici le tribunal ou les bureaux du procureur, mais aussi les consulats. Ils seront 500 au total déployés dans la ville. L'objectif de cette opération est de libérer les policiers pour mettre fin à une vague de violence criminelle qui a fait 85 morts depuis le début de l'année, touchant non seulement des membres de la Camorra, la mafia locale, mais aussi de simples passants. Et c'est qu'il n'y a plus de grands contrats de travaux publics à racketter. Il manque donc de l'argent qui autrefois coulait à flot. Vous comprenez, il n'y a plus de chair autour de l'os. Alors ces revenus se sont taris. Ainsi la petite criminalité a augmenté. Et surtout la guerre entre les petits clans camorristes qui a repris tout cela pour trouver de l'espace. Dans les quartiers camorristes comme celui-ci, on vit dans la terreur, au point que ces bavards impénitents que sont les Napolitains n'osent plus témoigner face à la caméra. Ça tire de partout, vraiment. C'est le Texas, le Far West, vraiment, continuellement. Il y a des soirs de fusillade où il y a des victimes et des soirs où il n'y en a pas. Alors, ce déploiement de l'armée apportera-t-il une solution à ce problème? Les Napolitains paraissent sceptiques et même hostiles. C'est une défaite pour les autorités napolitaines. C'est une défaite d'envoyer l'armée. Parce que ça signifie qu'elles ne sont pas à même de contrôler la criminalité. Ils pourraient être utiles s'ils avaient carte blanche, mais ils ne l'auront pas, la carte blanche. Ces pauvres garçons de 20 ans, ils auront peur, ils sont trop jeunes.
Les Napolitains ont beau être sceptiques et même un peu blessés dans leur orgueil, il n'empêche qu'en Sicile, le même dispositif militaire présent depuis plusieurs années a donné de bons résultats, notamment sur le plan de la petite criminalité. L'effondrement d'un pont près de Tel Aviv a fait un mort et au moins 40 blessés. C'est pour l'instant le premier bilan de la police. Ce pont était emprunté par les sportifs et leur délégation pour la cérémonie d'ouverture des 15e Jeux Olympiques juifs. Il s'est effondré au moment même où la délégation australienne se trouvait au milieu de la structure. Les inondations dans l'est de l'Europe après avoir touché Wrocław, elles se déplacent maintenant vers le nord. Depuis le début de cette catastrophe naturelle, 36 personnes sont déjà mortes. Le gouvernement polonais a décidé de décréter un jour de deuil national à la mémoire de ses victimes. Ces inondations touchent également la Tchécoslovaquie où elles ont déjà fait 37 morts. François Furet est mort. L'historien et académicien était âgé de 70 ans. Il est décédé des suites d'un accident cérébral. François Furet était un spécialiste de Louis XIV et surtout de la Révolution française. Il y a quelques jours, il était tombé et s'était heurté la tête en participant à une partie de tennis à Figeac, dans sa propriété dans le Lot. C'est aujourd'hui qu'est lancée la chaîne de l'histoire, une chaîne que vous pourrez trouver sur le satellite, sur le bouquet TPS et que vous présentent Gérard Delmas et Marie-Pierre Cassignard. L'histoire de la chaîne Histoire est en marche rue Cognac-Gel, lieu mythique ce 14 juillet, date historique. 19h, 1h du matin pour l'instant, avec 2 heures de programme frais chaque soir. Le 14 juillet 1997, c'est le début d'une longue histoire. Diffusion par TPS et câble. Fiction, analyse, débat, archives, documents, portraits, rediffusion d'émissions célèbres réactualisées. Si nous reprenons ces formidables émissions d'Alain Decaux qui s'appelait Alain Decaux raconte, eh bien Alain Decaux reviendra pour dire par exemple sur l'énigme du masque de fer depuis qu'il a enregistré il y a 15 ans son émission, ce qui s'est passé, ce qu'on sait de plus. Gérard Worms, qui avait préparé la création de M6, a voulu cette chaîne thématique sur l'histoire ancienne, mais aussi avec des historiens de l'instant que sont les journalistes. Exemple, envoyé spécial France 2, la guerre du Golfe. Vous avez tous rendez-vous avec l'histoire. Une chaîne grand public se devait d'être lancée dans un lieu populaire, d'où inauguration au célèbre bal des pompiers de la rue Blanche, avec ce complot de conspirateurs pour la bonne cause, l'équipe des jeunes historiens à l'esprit aiguisé. Ne pas se contenter des apparences, ne pas se contenter des évidences, c'est aussi ça le travail de l'historien. L'histoire est parfois une valse hésitation, mais jamais une vitrine poussiéreuse. C'est même le plus grand roman jamais écrit. Les professionnels sont heureux de cet écran qui va remettre les pendules à l'heure. On finit par plus connaître le passé et l'histoire des Américains. Je pense qu'effectivement c'est une bonne idée d'avoir fait une chaîne historique parce qu'il est temps de réagir et de nous apprendre qu'on est quand même un petit peu différent. Mot d'ordre de cette nouvelle chaîne, l'histoire est une passion qu'il ne faut pas laisser refroidir. Le Tour de France maintenant avec la première étape des Pyrénées. Et quelle étape? C'est le Français Laurent Brochard qui l'a emporté. Il sera avec nous en direct dans un instant. Mais d'abord, le résumé de cette fameuse étape, Laurent Gautreau et Alain Boirier. Le 13 à poids rouge joue et gagne. Laurent Brochard attendait cette victoire qui consacre une carrière d'équipier. Le Manceau ne pouvait pas rêver mieux, il gagne l'étape aux 4 cols, la plus dure du Tour. L'équipier de Virenque a prouvé qu'il méritait de porter le maillot du meilleur grimpeur. Sa première attaque à 20 km du but échoue, mais après un retour phénoménal dans le col de Val-Louron, Brochard a encore la force de dépasser le groupe de tête pour l'emporter. Comme Jalabert il y a 2 ans, il gagne le 14 juillet. Que ce soit le 14 juillet ou une autre date, pour moi, c'est important déjà de gagner. Ensuite, la date, bon, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Mais pour moi, le plus important, c'était vraiment cette victoire. On attendait une grande étape, elle fut grandiose. On espérait un excellent Virenque, il fut flamboyant. À l'aise dès le Tourmalet, Virenque se retrouve à la tête d'un groupe de favoris dans le dernier col. Et il attaque sans cesse pour faire craquer Ullrich, Ries et Pantani. Son pari fou réussit à moitié. À 2 km du sommet, il lâche Ries, mais Ullrich est toujours là. Bonne journée pour Virenque. Son attaque a eu pour effet de semer la zizanie dans les rangs de l'équipe Télécom, à la plus grande joie de Bruno Roussel, son directeur sportif. S'il y avait un petit match Ullrich-Ries, ça serait peut-être pas mal pour Virenque. Mais il n'y a pas de grande étape de montagne sans de grandes souffrances. Et une nouvelle fois, c'est Luc Leblanc qui a été le plus malheureux aujourd'hui. Sa hanche l'a fait à nouveau souffrir. Il a perdu 33 minutes et ses dernières illusions. Autre grand perdant, Laurent Jalabert, qui concède plus de 5 minutes au premier. Mais en montagne, on peut aussi souffrir et sourire. Le Français Cédric Vasseur s'est battu seul contre le temps et il garde son maillot jaune pour 13 secondes, 13 petites secondes de bonheur.
Alors Laurent Brochard, bonsoir et bravo. Gagner une étape du Tour, je suppose que ça fait plaisir, mais gagner la première étape de montagne, ça doit être particulier, surtout quand on le fait devant son coéquipier et leader, Richard Virenque. Il a dû vous en vouloir un petit peu, non? Non, je crois que la victoire, c'est la victoire de toute une équipe qui a travaillé aujourd'hui avec perfection, et c'est la concrétisation de tous ces efforts faits par l'équipe Festina. C'est quelque chose que vous avez prémédité, si je puis dire, de gagner cette étape, ou ça s'est fait comme ça, selon les circonstances? Parce qu'on attendait beaucoup Richard Virenque quand même. Oh, non, du tout, parce que bon, on avait bien établi un peu un protocole ce matin au niveau de l'équipe, mais bon, le principal, c'était pas sûr de réussir, puisqu'on attendait un petit peu les sensations de nos deux leaders, et bon, aujourd'hui, apparemment, c'était bien, et bon, la machine s'est mise en route, et ça a super bien souri pour nous. Alors je crois que vous êtes avec Jean-René Godard à côté de vous. Jean-René? Oui, Benoît. On peut dire, Laurent Brochard, qu'il y a des symboles dans le Tour de France. Nous sommes le 14 juillet, vous êtes français, vous gagnez, ça fait partie de la légende du Tour. En plus, vous avez choisi le dossard numéro 13 que personne ne voulait porter. Bon, j'ai choisi, non, il s'est tombé comme ça. Bon, moi, je n'avais pas refusé. Bon, c'est un chiffre comme un autre. Et, bon, même si on est plus ou moins superstitieux, pour moi, apparemment, c'est dans le bon sens. Et le 14 juillet? En plus, ça, c'est encore plus joli que je ne l'espérais. Alors, Laurent Brochard, vous êtes un bon coureur français. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en quelques heures, tout a changé dans votre vie, vous vous en rendez compte là, depuis plusieurs heures. Regardez, nous sommes à Luchon, il y a des centaines de gens qui vous attendent. C'est incroyable, comme une victoire dans le Tour, c'est magique. Oui, c'est sûr, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps vraiment de réaliser. Il va falloir attendre peut-être un petit peu, peut-être bien après le Tour, parce que bon, pour nous, faut qu'on reste très concentré. Toute l'équipe Festina, on y croit fort pour ce maillot, et bon, on va encore rester très concentré pour toute la fin du Tour. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre carrière, Laurent Brochard, c'est que vous êtes tombé, vous ne voulez même plus dire le nombre de fois, et l'an dernier, vous étiez 11 fois deuxième. Et brusquement, ça rigole. Oui, allez savoir pourquoi. Vous savez, les années se suivent et se ressemblent pas, et bon, le principal, c'est que ça sourit maintenant. Laurent Brochard, vous avez gagné cette étape. Oui, Jean-René. Oui, je voulais simplement lui dire. À Laurent Brochard, je veux simplement savoir, mais peut-être qu'il ne dira pas, si son objectif pour la prochaine étape demain, c'est le maillot jaune, tout simplement. Non, pour ma part, ça va être assez difficile. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, on est une équipe, et bon, pour nous, ce sera de ramener ce maillot. Et bon, si c'est avec Richard ou Laurent Dufaux, tant mieux. Bon, si je suis encore devant, ce sera encore une chance de plus. Mais merci à vous, merci à Jean-René, puis bon courage pour demain, en toute modestie, bien sûr, comme vous le faites si bien. Le 14 juillet, suite et fin avec des feux d'artifice un peu partout en France. Si vous êtes en région parisienne, le rendez-vous, c'est le Trocadéro à partir de 22h30. On y annonce un feu d'artifice gigantesque de 30 minutes sur le thème du mondial de football, associé à un spectacle sur grand écran qui retracera les exploits sportifs des Français. C'est donc, comme on dit, un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Le dernier journal à minuit, ce sera Florence Daucher. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-Marie Leblanc, qui, comme chacun sait, est directeur général de la Société du Tour de France. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2 et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h.